Ce week-end, 3 soldats américains ont été tués et un porté disparu en Jordanie lors d'une attaque iranienne. Plusieurs autres sont blessés. Alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifie, beaucoup se demandent pourquoi les États-Unis sont autant impliqués dans une région à 11 000 km de chez eux. Depuis près de 80 ans, les présidents américains des deux parties gardent des troupes au Moyen-Orient avec des justifications similaires. Un Moyen-Orient stable et aligné avec les États-Unis est crucial pour la politique étrangère et l'économie américaine pour plusieurs raisons. Le pétrole essentiel à l'économie mondiale, des rivaux que l'Amérique essaie d'écarter depuis 80 ans et des réseaux terroristes sans frontières. Mais l'histoire ne commence pas avec Donald Trump déclarant la guerre à l'Iran. Tout débute sur un navire de guerre en 1945 avec une poignée de main. Bienvenue sur Amir Kesho sur JNS TV. Commençons depuis le début. Nous sommes en février 1945. La Seconde Guerre mondiale se poursuit encore en Europe, mais de justesse. Elle sera achevée dans 82 jours et le président Franklin Roosevelt vient de passer plusieurs jours avec Staline et Churchill à décider du monde d'après-guerre. Sur le chemin du retour, il s'arrête au canal de Suez et rencontre un roi que personne ne connaît vraiment encore en Amérique, Ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie saoudite. Nous sommes en 1945. Le Moyen-Orient n'est pas encore celui que nous connaissons et ne le sera pas de sitôt. Les responsables américains de l'époque craignent que la production pétrolière américaine s'épuise en une génération. Et le seul endroit sur Terre avec suffisamment de réserves de pétrole pour vraiment compter se trouve sous le royaume de ce roi. Alors, les deux hommes concluent un accord. Ce n'est pas un accord officiel, c'est juste un accord tacite, une poignée de main. L'Amérique protège l'Arabie saoudite et, en retour, ses entreprises obtiennent un accès fiable au pétrole. Un an plus tard, l'accord se concrétise. Les États-Unis construisent un aérodrome en Arabie saoudite qui paraît alors insignifiant, simple escale de ravitaillement. Pourtant, c'est la première implantation militaire américaine au Moyen-Orient moderne. Cette poignée de main de 1945 reste encore aujourd'hui le fondement même de la relation. L'Arabie saoudite n'a pas de traité de défense formel avec les États-Unis, mais un accord prévoit que les États-Unis protègent le Moyen-Orient en échange du pétrole et des ressources. Cela concerne tout le Moyen-Orient, pas seulement l'Arabie saoudite. Comment un accord informel est-il devenu des bases permanentes, des dizaines de milliers de soldats et une doctrine affirmant que l'Amérique ira en guerre pour cette région, alors que la population locale n'accepte pas facilement les valeurs occidentales? Cela exige une nouvelle crise et un ennemi différent. Dans les années 1950, la plus grande peur de l'Amérique est l'Union soviétique, surtout la propagation du communisme. Le fait que cela se propage dans le monde arabe, comme en Europe de l'Est, est particulièrement effrayant. Mais l'événement qui entraîne l'Amérique au Moyen-Orient ne commence pas vraiment comme une histoire de guerre froide. En 1956, le dirigeant égyptien s'empare du canal de Suez, principale route du pétrole du Moyen-Orient vers l'Europe, auparavant gérée par une société franco-britannique. La Grande-Bretagne, la France et Israël envahissent secrètement l'Égypte pour reprendre le contrôle, car contrôler le pétrole, c'est avoir le pouvoir. Tout cela se fait en secret. Et le président Eisenhower est furieux de n'avoir même pas été prévenu par ses alliés, ce qui le fait très mal paraître. Au moment où la puissance américaine est cruciale face aux Soviétiques, il utilise la pression des États-Unis pour forcer les trois pays à se retirer. La Grande-Bretagne et la France, longtemps dominantes dans la région, sont publiquement humiliées et contraintes de reculer devant tous les gouvernements arabes témoins de la situation. Nasser apparaît comme celui qui a vaincu les anciens empires et devient rapidement un héros dans tout le monde arabe. Sa victoire ne fait pas qu'humilier la Grande-Bretagne et la France. Cela suggère que défier l'Occident est payant et que les Soviétiques sont prêts à armer et à financer ceux qui voudront essayer. La peur de la guerre froide prend tout son sens. La Grande-Bretagne et la France ne pouvant plus garantir les intérêts occidentaux, Eisenhower redoute un vide dans la région. La popularité de Nasser et cette humiliation faciliteront l'entrée des Soviétiques qui pourront ainsi soutenir les mouvements nationalistes arabes dans la région. Alors, Eisenhower décide que quelqu'un doit combler ce vide avant les Soviétiques et il décide que ce doit être les États-Unis. En 1957, il demande au Congrès ce qu'aucun président n'avait jamais sollicité pour cette région. Autorisation d'utiliser en amont la force américaine au Moyen-Orient sans retour systématique au Congrès. Le Congrès approuve et cela devient la doctrine Eisenhower, structurée en 3 volets. L'Amérique accordera une aide économique aux pays du Moyen-Orient qui en font la demande. L'Amérique fournira une aide militaire et une formation à tous les pays de la région qui le demandent. Et surtout, l'Amérique utilisera ses propres forces armées pour défendre toute nation du Moyen-Orient qui demande de l'aide contre une agression armée de la part de tout pays contrôlé par le communisme international. Ce texte vise spécifiquement la menace soviétique, la doctrine ayant pour but officiel d'empêcher la propagation du communisme.
La raison initiale de l'implication américaine dans la région, le pétrole, reste très présente dans les esprits. Cet hiver-là, après la fermeture du canal par l'Égypte et la coupure des oléoducs par la Syrie lors d'une crise, l'Europe a failli manquer de carburant. Donc, derrière le discours de la guerre froide, le calcul reste le même qu'en 1945. L'Amérique aide à sécuriser le Moyen-Orient et, en retour, obtient l'assurance que la région reste ouverte et que le pétrole continue de couler pour faire tourner l'économie. Et les gens sont redevables à l'Amérique, donc ils ne se tournent pas rapidement vers les ennemis. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président déclare officiellement que le Moyen-Orient lui-même est un intérêt vital pour l'Amérique, qui mérite d'y engager des forces militaires pour le protéger, plutôt que d'être simplement une région à laquelle l'Amérique réagit seulement quand quelque chose s'y passe mal. L'année suivante, la promesse est testée. En Irak, la monarchie pro-occidentale est renversée lors d'un coup d'État violent. Juste à côté, au Liban, le président assiste à la scène et panique, convaincu qu'il pourrait être le prochain. Il décroche donc le téléphone et appelle Washington, et Dwight Eisenhower répond, puis les Marines américains débarquent sur les plages de Beyrouth. Ainsi débute l'intervention directe des troupes américaines au Moyen-Orient. Il n'y a pas encore de base américaine permanente, mais Washington applique sa stratégie par procuration durant les 20 années suivantes. Elle arme le Shah d'Iran et l'Arabie saoudite pour que ses alliés assurent la sécurité du Golfe, évitant ainsi l'engagement direct des troupes américaines. Les aider et préserver les intérêts des États-Unis. Cependant, tout ce plan s'effondre en une seule année, et cette année-là, c'est 1979. D'abord, le Shah est renversé lors de la révolution iranienne, l'homme dans lequel ils avaient énormément investi. Du jour au lendemain, l'Iran passe du plus proche allié des États-Unis dans la région à son ennemi le plus dangereux. Des étudiants révolutionnaires attaquent l'ambassade américaine et prennent 52 Américains en otage. Ils les retiennent 444 jours en direct au journal télévisé chaque soir, et tout le pays regarde sans pouvoir agir. Quelques semaines plus tard, des chars soviétiques entrent en Afghanistan. Washington fait face soudainement à un Iran hostile d'un côté du golfe Persique et à l'avancée de troupes soviétiques de l'autre, le tout en quelques semaines. Le plan, laissons nos alliés gérer, s'effondre, car l'allié principal n'existe plus. La peur est simple. Si les soviétiques ou les islamistes radicaux contrôlent le pétrole du golfe Persique, ils domineront l'économie occidentale et se renforceront fortement. Alors, en 1980, le président Jimmy Carter se présente devant le Congrès et déclare que toute puissance étrangère qui tenterait de s'emparer du golfe Persique serait considérée comme attaquant directement les États-Unis eux-mêmes et que l'Amérique utiliserait la force si nécessaire pour l'en empêcher. Ce discours, appelé Doctrine Carter, fonde la politique américaine dans le Golfe pour les 45 années suivantes. Cependant, une doctrine comme celle-ci a besoin d'une machine pour la faire respecter. Et donc, en 3 ans, cette machine reçoit un nom et vous allez l'entendre encore et encore tout au long de la suite de l'histoire. CENTCOM, sigle du commandement central des États-Unis. Lorsque le CENTCOM est créé en 1983 pour diriger toute la stratégie militaire américaine dans cette région, Israël est en fait délibérément exclu de sa carte. Israël dépend d'un autre commandement pendant 38 ans, mais nous y reviendrons. Avec le CENTCOM, les bases permanentes deviennent obligatoires. On ne peut pas repousser une invasion par tous les moyens depuis un quartier général en Floride. Si l'Amérique veut tenir cette promesse, elle a besoin de pistes d'atterrissage, de carburant et de troupes déjà présentes dans la région, prêtes à intervenir immédiatement. Alors, les bases commencent à être construites. Mais ce n'est pas si simple non plus. Certaines personnes de cette région rejettent l'intervention étrangère et veulent faire payer l'Amérique au prix du sang. Le premier tribut est payé en 1983 à Beyrouth. Un camion chargé d'explosifs fonce dans la caserne où dorment les troupes américaines. La plupart d'entre eux sont des Marines et 241 soldats américains sont tués en quelques secondes. C'est la journée la plus meurtrière pour les Marines américains depuis Iwo Jima durant la Seconde Guerre mondiale. Des années plus tard, des informations déclassifiées relient l'attentat à la République islamique d'Iran. C'est là que Washington apprend quelque chose d'inoubliable. Cette région peut riposter violemment, et elle le fera. La protection des intérêts américains va avoir un prix, et l'arbitrage entre ce coût et l'intérêt en jeu sera permanent. 4 ans plus tard, une nouvelle menace émerge. L'Iran et l'Irak sont déjà en guerre l'un contre l'autre, et ils commencent à attaquer des pétroliers dans le Golfe. Les pétroliers de n'importe qui, y compris des navires appartenant à des pays neutres, qui essaient simplement de transporter du pétrole par voie maritime. Le Koweït, touché, sollicite l'aide de la marine américaine. Les navires de guerre américains escortent les pétroliers koweïtiens dans le Golfe, lançant leur plus grande opération de convoi depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Iran disperse des mines en mer et l'une d'elles manque de couler un navire de guerre américain.
Lors de ce conflit, un missile irakien avait déjà frappé un navire américain, tuant 37 marins américains. Bagdad a ensuite parlé d'une erreur et présenté ses excuses. L'opération Protéger le pétrole a démarré. Cela vous rappelle-t-il la situation actuelle? Vous n'avez pas tort, mais patience, nous en parlerons. Puis, la plus grande épreuve est survenue. Saddam Hussein envahit le Koweït en 1990. Se souvenant du désastre de l'Iran, les États-Unis prennent cela très au sérieux. La réponse américaine, tempête du désert, devient le plus grand déploiement militaire que cette région ait connu et le Koweït est libéré en environ 6 semaines avec environ 148 morts au combat du côté américain. Cela a fonctionné comme prévu selon les normes de la guerre moderne, malgré un coût élevé. Mais cette fois, à la fin du conflit, les troupes ne rentrent pas chez elles. Entre 1991 et 1994, l'Amérique signe des accords de défense formels avec le Koweït, Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis, les uns après les autres. Ces pays ont besoin d'aide. Ils sont petits, riches en pétrole et savent qu'ils risquent vite une prise de contrôle. L'Irak l'a fait au Koweït. Les autres pays le constatent. Les attaquer maintenant équivaudrait à attaquer les États-Unis, ce qui constitue un moyen de dissuasion bien plus puissant, et c'est logique pour eux. Pour beaucoup, cela semble trahir leurs convictions religieuses. Accepter une occupation militaire étrangère et non musulmane permanente sur le sol arabe et islamique est inacceptable. Et c'est exactement la raison pour laquelle la Jordanie ne figure pas sur la liste ci-dessus, même si c'est elle qui est attaquée en ce moment. Mais nous y reviendrons plus tard. Ce qui commence comme un camp militaire mène à de véritables bases, mais leur construction prend plus de temps. Al-Udeid est construit au Qatar en 1996 et le camp Harifian arrive plus tard. Après l'attentat terroriste de 1996 dans un complexe militaire américain en Arabie Saoudite, l'armée estime avoir besoin d'une base plus sûre que l'ancien camp au Koweït. Et la construction commence en 1999 et les chars américains y sont stationnés et restent simplement là à attendre la prochaine crise. Avançons rapidement, car en ce moment, entre 36 000 et 46 000 soldats américains sont répartis dans toute la région. Ils sont répartis sur 19 sites différents et 8 d'entre eux sont considérés comme des installations entièrement permanentes. 4 pays constituent le noyau de ce réseau et chacun joue un rôle différent. Le Qatar abrite la plus grande base et le commandement avancé du CENTCOM avec environ 10 000 soldats présents chaque jour. Bahreïn héberge la 5e flotte américaine, responsable de UX millions et demi de miles carrés d'océan, dont le détroit d'Ormuz où passe un 5e du pétrole mondial. Le Koweït gère la logistique de toute la région depuis son camp, avec 13 000 soldats et suffisamment d'équipements stockés sur place pour équiper plusieurs brigades à tout moment. Il existe des exceptions, chacune pour une raison différente. La Turquie est le plus ancien de tous ces partenariats. Cela n'a vraiment rien à voir avec le Golfe, car la Turquie a rejoint l'OTAN en 1952 et elle stocke environ 50 bombes nucléaires américaines, une infrastructure de la guerre froide antérieure à toutes les bases mentionnées. Nous avons déjà évoqué ces complications. La Jordanie, c'est l'inverse. Alliée des États-Unis depuis les années 1950, elle a longtemps refusé d'accueillir des troupes américaines, craignant la réaction de sa population. La situation a changé quand la Syrie a sombré dans la guerre civile et que Daesh est apparu à ses portes, faisant de la Jordanie le seul lieu stable pour opérer. Aujourd'hui, elle accueille l'un des 9 seuls systèmes de radar de défense antimissiles que possèdent les États-Unis dans le monde entier, mais il est arrivé tardivement et à contre-cœur. Et bien sûr, Diego Garcia, qui n'est même pas au Moyen-Orient, c'est une île appartenant aux Britanniques dans l'océan Indien, et elle sert de point d'appui avancé pour les bombardiers furtifs américains, suffisamment proches pour qu'un B-2 puisse s'y ravitailler et repartir rapidement, même si les bombardiers eux-mêmes sont basés aux États-Unis. Le Royaume-Uni a accepté de rendre la souveraineté de l'île à l'île Maurice, tout en la relouant aux États-Unis, suscitant une controverse non résolue. Un accord que les parlementaires britanniques n'ont toujours pas approuvé cette année, mais encore une fois, on voit bien que l'Amérique investit énormément dans cet endroit. Depuis 1982, l'Égypte accueille une petite force américaine de maintien de la paix dans le Sinaï pour surveiller le traité de paix avec Israël. Peu de gens en ont entendu parler, bien que cela existe depuis plus de 40 ans comme le souhaitent les États-Unis. Une forte présence dans la région, mais dont la plupart des gens n'ont pas vraiment besoin d'entendre parler, car elle maintient la paix et la dissuasion sans un coût vraiment élevé. Il serait négligent d'évoquer la présence américaine ici sans citer l'Afghanistan, qui fut un vrai désastre. Cela semble simple pour les États-Unis de maintenir ces bases et cette présence militaire, mais parfois le coût a été très élevé. Plus de 2000 milliards de dollars en 20 ans. Lorsque les États-Unis se sont retirés en 2021, les talibans ont repris tout le pays en 10 jours. Le gouvernement que l'Amérique était partie en guerre pour renverser est rapidement revenu au pouvoir, ce qui est déchirant. La raison de l'intervention américaine en Afghanistan reste la même tout au long de cette histoire. La mise en œuvre et le résultat diffèrent légèrement. L'Afghanistan n'est même pas au Moyen-Orient. Il fait partie d'une autre région. Donc, cela mérite son propre épisode complet plutôt qu'une mention précipitée ici, mais il est important, pour être précis, de ne pas penser que c'est simplement une stratégie qui fonctionne. Ce n'est pas toujours le cas.
Alors, pourquoi continue-t-il à faire fonctionner tout cela? Commençons par l'argument le plus basique, celui avec lequel toute cette histoire a commencé, le pétrole. L'Amérique importe à peine du pétrole du Golfe de nos jours, mais cela importe peu car le reste du monde en dépend toujours. Et l'économie mondiale dont dépend l'Amérique fonctionne avec ce même pétrole. Si le détroit d'Ormuz fermait, les prix de l'essence grimperaient dans l'Ohio en quelques jours. L'argument économique justifie à lui seul une attention américaine. En tant que superpuissance mondiale, il est essentiel de protéger l'économie et ses acteurs. Les pays suivent l'Amérique pour des raisons financières. Cela ne se perd pas facilement. Mais le pétrole n'explique qu'en partie pourquoi la région du Moyen-Orient est importante. Cela n'explique pas pourquoi des troupes doivent spécifiquement y être présentes. Et c'est là qu'intervient le deuxième argument, la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire la République islamique. L'Iran reste la menace contre laquelle tout ce système a été construit. Son programme nucléaire, ses missiles et ses milices présentes au Liban, au Yémen, en Irak, etc. L'Iran ne se limite pas à l'Iran. C'est un foyer du terrorisme et d'un projet de domination idéologique islamique. Les bases dans la région ne servent pas seulement à riposter après une attaque. L'argument, c'est qu'elles rendent la menace de riposte suffisamment crédible pour empêcher toute attaque de se produire. Si vous retirez les bases, vous n'avez pas seulement supprimé un atout militaire, vous avez supprimé ce qui donne une réalité à la dissuasion. En termes simples, regardez comment l'Iran agit maintenant qu'il est dissuadé. Et si vous pensiez que le terrorisme était grave, imaginez à quoi cela ressemblerait s'il n'était pas du tout dissuadé. Cet argument n'est valable que si les pays hôtes ont vraiment besoin de la présence américaine, ce qui mène au troisième point. Les alliances reposent sur ce maintien. Comme nous l'avons dit au début, lorsqu'on laisse un vide, un acteur puissant va forcément intervenir. Et les États du Golfe ne vont pas devenir des États totalement indépendants et autonomes du jour au lendemain. Au contraire, selon certains, ils pourraient commencer à chercher un nouvel acteur puissant pour les aider et se tourner vers la Chine. En d'autres termes, le retrait ne fait pas que fragiliser la position de l'Amérique. Il pousse activement les partenaires des Américains vers le résultat même que tout ce système était censé empêcher. Rappelez-vous, ils essayaient d'empêcher l'Union soviétique et les idéologies communistes de se répandre. Cela permet à la Russie et à la Chine de prendre la place de l'Amérique dans leurs relations. Avec des pays comme le Qatar, l'Arabie saoudite, qui ont tellement de pétrole et d'argent, vous avez un vrai problème entre les mains. Vous renforceriez directement les ennemis de l'Occident. En réalité, il n'a jamais été question uniquement du Moyen-Orient. La Chine obtient la moitié de son pétrole brut du Golfe, soit 5,4 millions de barils par jour, via le détroit d'Ormuz, plus du double de ses importations russes. Près de la moitié du carburant de la deuxième économie mondiale provient de là, et la Russie aiderait l'Iran et lui fournirait un appui technologique pour les attaques contre les Américains. Au Moyen-Orient, un vide mène à une lutte de pouvoir, et là où l'Amérique contrôle, un ennemi se précipite. Additionnez tout cela, et voilà l'ensemble du tableau. Un enjeu économique et de sécurité, un système d'alliance pour les protéger, et une rivalité entre grandes puissances s'y ajoutant. Cet argument a duré 45 ans. En observant de près le conflit actuel, notamment cette guerre avec l'Iran, on retrouve précisément les raisons évoquées. S'attaquer au programme nucléaire et à l'infrastructure qui le soutient, affaiblir son réseau de milices et de groupes supplétifs construits depuis des décennies, lutter pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Car contrôler cette voie d'eau, c'est maîtriser le flux mondial de pétrole. Cela a donc fait fluctuer les prix et bouleverser l'économie mondiale. L'objectif est d'éviter que ce point stratégique ne tombe aux mains de personnes prêtes à prendre le monde en otage. Et sous tout cela, il y a la même peur qui anime toute cette histoire depuis le tout début, que tout vide laissé par l'Amérique soit comblé par quelqu'un d'autre. Il est triste de voir certains utiliser la mort de soldats américains pour dire que les États-Unis ne devraient pas être au Moyen-Orient ou qu'ils mènent une guerre pour Israël. C'est naïf et démontre une incompréhension de la géopolitique. Reconsidérez tout ce que nous avons évoqué. La poignée de main de 1945, 3 ans avant même l'existence d'Israël, la doctrine Eisenhower, conçue pour stopper le communisme. Doctrine Carter, axée sur pétrole et soviétique, Beyrouth, guerre des pétroliers, tempête du désert, base d'Al-Udeid, tout le réseau de bases. Tout cela vise à permettre à l'Amérique de continuer à promouvoir les valeurs occidentales dans le monde. Cette escalade n'a jamais été menée pour Israël. C'est dans l'intérêt des États-Unis, raison pour laquelle Israël n'est pas vraiment impliqué dans l'escalade actuelle. Ce que les États-Unis ont accompli est remarquable. Ils ont maintenu leur présence ici. Ils ont mené une guerre contre l'Iran presque inimaginable avec très peu de tragédie. Et bien sûr, chaque mort est une tragédie. Nous pensons à ces Marines en ce moment. Dire que leur mort est inutile est une erreur. La présence américaine au Moyen-Orient pose problème. Pour ma part, je ne crois pas à l'intervention étrangère.
Je souhaite qu'Israël et les États du Golfe acquièrent la force d'assurer seuls leur défense, s'unissent et n'aient plus besoin de l'aide américaine. Les intérêts américains au Moyen-Orient diffèrent souvent de ceux de la région. Sur ce point, ma position est très claire. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour débattre des détails ou des avantages et inconvénients. Nous sommes ici pour nous rappeler pourquoi les États-Unis sont intervenus, pourquoi cette guerre en ce moment est importante, ce pourquoi elle est menée et l'importance de tout cela. C'est essentiel pour défendre les valeurs occidentales, la stabilité économique et stopper les menaces terroristes mondiales. Je suis Hier Erika, à bientôt.